Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de l'interview de l'anthropologue et didacticien Yohan Goudin, docteur en sciences du langage, notamment rattaché à l'université Grenoble-Alpes. Ces dernières semaines, nous avons exploré ensemble le mandarin et le taïwanais sous des angles très variés, de l'histoire à la linguistique, en passant par la question de la transmission aux nouvelles générations. Aujourd'hui, nous ouvrons le dernier chapitre de cette interview sur la didactique du taïwanais, c'est-à-dire sur la pratique de son enseignement. Yohan Goudin vous donnera des conseils pour l'apprentissage du taïwanais, mais tout d'abord, est-ce que l'on peut apprendre le taïwanais actuellement en France ? Alors, apprendre le taïwanais en France, c'est possible. Institutionnellement, il existe, à ma connaissance, un seul cours de taïwanais, à l'INALCO. Mais ça fait pas longtemps, non ? Ça fait très peu de temps, et ça a été aux dépens du fameux cours de cantonais dont on parlait par ailleurs. Ah bon ? Donc il n'y a plus de cantonais ? Il n'y a plus de cantonais. Et si je me réjouis qu'il y ait du taïwanais, que ce soit du taïwanais aux dépens du cantonais, je trouve ça très triste. Oui, c'est dommage, parce Surtout que quand même les locuteurs du cantonais, il y en a beaucoup aussi. Qu'il ne s'agit que d'un seul cours. Donc, pour des raisons de politique, c'est donc le taïwanais qui maintenant recueille les faveurs des étudiants de l'INALCO. Je m'en réjouis par ailleurs, mais petit bémol, alors qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INALCO n'est pas du tout la première institution où du taïwanais a été enseigné en France. Je ne parle même pas, évidemment, des missionnaires. Je parle de l'université publique. En l'occurrence, il faut rendre hommage au premier cours de taïwanais qui, dès la toute fin des années 60, début des années 70, l'université Jussieu à l'époque, Paris 7, qui venait tout juste de se créer, avec la révolution culturelle en Chine qui venait juste de se mettre en place, c'est la possibilité pour les étudiants de mandarin d'accéder au territoire chinois. La destination taïwanaise est devenue une évidence, de même que Hong Kong, et Paris 7 avait proposé des cours de cantonais et de taïwanais. Ah, je ne savais pas du tout ça. Et non, et ça mérite d'être connu. Mm-hmm. Ça, c'est un point. De même que les cours de l'INALCO, celui qui a pris le cours du cantonais, c'est pas tout à fait le premier, parce que j'en avais donné un dans le cadre de ma thèse avant, mais il y avait également à Lyon 3, au début des années 2000, la direction du département avait mis en place pendant quelques années un cours de taïwanais à l'adresse des étudiants de mandarin du département. Donc voilà un petit peu l'état des offres institutionnelles, peu nombreuses, mais néanmoins remarquables, à laquelle il faut, et c'est pas de l'autopromotion, je donne un cours depuis maintenant 2 ans à Lyon 3, un cours intensif au début du mois de juillet pour les étudiants de mandarin, où je fais du taïwanais en intercompréhension dans le cadre des projets Spotlight Taïwan pour mettre en lien et en relation la culture et le monde académique, le monde de la culture et le monde académique. Et donc l'apprentissage du taïwanais a été proposé depuis 2 ans là, à Lyon 3. Et il y a donc la possibilité de l'apprendre avec, et pour que le panorama soit tout à fait complet et contemporain, un cours en ligne à la mairie de Paris, qui existe également depuis quelques années. Donc il y a un moment taïwanais, visiblement un public pour l'apprendre. Donc a priori la réponse est oui, on peut l'apprendre. Mais du coup, est-ce que c'est difficile parce que j'ai l'impression que les tons aussi, c'est quelque chose de compliqué en taïwanais, non seulement parce qu'il y en a plus qu'en mandarin, mais parce qu'ils changent beaucoup les tons. Est-ce qu'apprendre une langue étrangère n'est pas quelque chose de difficile ? Oui, mais entre apprendre le chinois et l'anglais pour un français, c'est différent quand même. Oui, mais est-ce qu'on n'essaye pas, en apprenant donc le mandarin ou quelque autre langue après l'anglais, est-ce qu'on n'essaye pas de reproduire un apprentissage premier, qui sera d'abord celui de la langue de scolarisation, donc le français pour nous, que l'on va transborder comme on peut vers la première langue vivante, qui le plus souvent est donc l'anglais, et comme ça à chaque fois qu'on apprend une langue, et puis au moment où on apprend vraiment une langue différente, on a vraiment des problèmes nouveaux. Et la question que je pose, est-ce que dans notre apprentissage des langues préalables, mais c'est quelque chose que l'on peut faire tardivement, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier la façon dont on les apprend ?
Et je mettrais vraiment la difficulté de l'apprentissage du mandarin ou du taïwanais à nos propres réflexes d'apprentissage des langues étrangères, plutôt qu'à la difficulté de la langue elle-même. Donc là, c'est le didacticien qui parle. Oui. Mais tout ça, c'est très intéressant. Alors justement, en plus, c'est peut-être un cliché, mais souvent, on a l'impression que les Français sont pas très doués pour apprendre les langues étrangères, surtout à l'oral. C'est peut-être parce que l'enseignement est trop théorique ou trop basé sur l'écrit, alors que, par exemple, les Américains souvent sont vus comme des personnes qui, certes, apprennent peu les langues étrangères, mais quand elles les apprennent, quand les Américains apprennent les langues étrangères, il y a souvent ce stéréotype comme quoi ils apprennent les langues étrangères assez vite à l'oral, pas forcément à l'écrit. Il y a bien une culture d'apprentissage, effectivement. Le système français, qui est celui qu'on connaît le mieux à travers nos auditeurs, même s'il y a aussi les Canadiens, on n'oublie pas les Canadiens, les Suisses et les Belges. Ah oui, on nous écoute de plein d'endroits dans le monde. Oui. Le système français est clairement un problème pour l'apprentissage des langues qui passent surtout par l'écrit. En dépit de toute la volonté de le faire le plus d'oral possible, le dispositif de la classe restera toujours le même, c'est de faire les leçons du manuel qui est donc forcément écrit même avec des QR codes pour entendre des MP3. Et ça sera toujours avec des tables sur lesquelles on va pouvoir poser un papier et un crayon pour pouvoir noter. Et la question qui se pose pour n'importe quelle langue, c'est y aurait-il pas un temps pour décaler, tu parlais du système américain qui a décalé l'oral et l'écrit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place de ce point de vue-là ? Par exemple, pour l'apprentissage du taïwanais, ce que je propose, c'est qu'au début, il n'y a absolument aucun écrit. Et que c'est clairement un travail qui va être de conscientisation phonologique et de bien prendre conscience de quels sons forment, quelles syllabes le taïwanais, pour pouvoir après, justement, dans une démarche d'intercompréhension, pour ceux qui parlent déjà le mandarin, pouvoir transférer ce que l'on a appris du mandarin vers le taïwanais, parce que ce sont deux langues qui sont proches. J'insiste beaucoup sur le fait que même si ce sont deux langues différentes, quand on a appris le mandarin, on peut apprendre le taïwanais beaucoup plus facilement parce qu'on a un capital à faire fructifier si les outils sont mis à disposition des apprenants. Et pour le coup, ça existe. Donc, avis à tous les Français ou les francophones qui parlent aussi le mandarin, ça peut être intéressant, enfin en tout cas un peu plus facile d'apprendre le taïwanais. Même si c'est quand même, ça reste aussi intéressant d'apprendre le taïwanais, même si on ne parle pas le mandarin. Et j'ai des expériences d'enseignement du taïwanais sans aucune connaissance préalable en mandarin. Les résultats sont assez bluffants, justement, parce que là où c'est un capital qui peut entraver une progression au début, parce qu'on essaye de faire des liens, des apprenants qui ne l'auront jamais appris, sont beaucoup plus libres. Ils sont plus désorientés, mais par contre, ils réussissent à utiliser le peu qu'ils apprennent en taïwanais plus rapidement, c'est sûr. Et du coup, moi, une des difficultés principales que j'ai remarquées en taïwanais, c'est la question des tons. Parce que, bon, il y en a beaucoup, mais surtout, on dit 8, mais en fait, c'est plutôt 6, j'ai l'impression. Mais c'est qu'il y a beaucoup de tons qui changent, en fait, en fonction de leur place dans la phrase. Donc, si on apprend de manière très rationnelle à la française, alors on va dire le ton numéro, tant, va changer, c'est juste impossible de le faire quand on parle, parce que quand on parle, ça va trop vite. Donc, finalement, j'avais l'impression que c'est plutôt des mélodies, en fait, à retenir, d'où l'importance de bien travailler l'oral. Et en même temps, je trouvais aussi la difficulté d'apprendre en étant adulte, parce que les mélodies, c'est souvent quelque chose qui est plus facile à retenir quand on est plongé dedans en étant enfant. J'avais trouvé cette question des tons très compliquée en taïwanais par rapport au mandarin, parce que bon, le mandarin, je trouve que c'est déjà assez compliqué. Mais quand j'ai commencé à apprendre le taïwanais, je me dis finalement, le mandarin, c'est assez facile. La question des tons, elle est quand même beaucoup plus simple. Peut-être, mais est-ce que, tout comme le problème tout à l'heure, c'était de l'apprentissage d'une langue étrangère au global, la difficulté, c'est pas que la question des tons, même si elle est bien mise en avant, ne serait-ce que pour enlever des points lors des dictées de pinyin, pour le mandarin, est-ce que les tons ne posent pas problème dans leur apprentissage et dans leur enseignement ? Exemple tout bête,
Quand on écrit en mandarin, la plupart du temps, on va utiliser non pas le bopomofo dont nous parlions tout à l'heure, mais le pinyin. Est-ce que l'on note les tons quand on veut noter du chinois en pinyin? Normalement, oui. Enfin, à mon époque, on pouvait noter. Hein. On avait des accents Non, qui mais laissant... ça, c'est en cours. Mais Oui. la pratique de la langue, est-ce qu'on note les tons quand on tape sur son téléphone portable ou son ordinateur? Bah non. Ben non. Donc en fait, il y a un gros problème que les professeurs relèvent régulièrement et que les natifs relèvent aussi. Que le plus gros problème que nous avons en tant qu'allophones, c'est nos tons. Parce que les tons, on les a appris peut-être au début pour les interros de vocabulaire et les dictées de pinyin, mais on n'y prête pas attention. Alors que si on y prêtait vraiment attention, peut-être que l'apprentissage du mandarin serait plus aisé, notamment en termes de compréhension. Et plus tard, quand on apprendrait d'autres variantes, eh ben on pourrait comprendre beaucoup mieux et apprendre beaucoup plus vite. Et c'est complètement contre-intuitif, mais la chose la plus stable entre le mandarin et le taïwanais, ce sont les tons. À savoir que plutôt que d'apprendre quel ton devient tel ton, si vraiment tu voulais mobiliser ton capital en mandarin, ça serait beaucoup plus intéressant d'évoquer ton ton en mandarin et après pouvoir le passer en taïwanais. Ah oui. Et l'exemple, moi, mon nom chinois, c'est Yo-Yo, Pongyo de Yo, donc 3e ton. Mon nom en taïwanais, c'est Ayu, donc Yu, un ton qui descend. Comment est-ce que on dit bien? Ho. Et moi, c'est You. En chinois, alors que c'était hao. Donc 3e ton. Et Yo. puis... Eh ben, c'est une autoroute. Tout ce qu'on appelle les 3e tons en mandarin vont devenir, sur des sinogrammes isolés ou en dernier sinogramme de mots, vont devenir des tons descendants. Et le problème, c'est comme d'habitude, l'apprentissage et l'enseignement, c'est que ce ton en taïwanais, il s'appelle le ton numéro 2. Alors qu'en chinois mandarin, c'est le numéro 4. Alors que le ton numéro... Voilà. Et si en plus tu rajoutes le problème du sandhi-tonal, qui est le nom barbare, pour dire qu'en fonction du contexte, je disais tout de suite que les sinogrammes lus ou prononcés de façon isolée, ou à la fin des mots, vont être dits d'une certaine façon, mais à l'intérieur des mots, eh ben, vont être réalisés à un autre ton. Ça fait des équations qui, pour les cartésiens, deviennent vite compliquées quand on veut parler vite. Par contre, si c'est des choses qui sont travaillées dès le départ, de façon beaucoup plus intuitive, et pas basées sur des règles d'apprentissage de par cœur, donc on est vraiment là à la base de la scolarisation. On n'est même pas dans l'enseignement d'une langue étrangère, et on n'est même pas encore en taïwanais. Et la question que je pose en tant que didacticien, c'est celle-là. Est-ce que c'est pas plus intéressant de pouvoir, au début, oublier tout ce que l'on a fait avant, pour pouvoir vraiment essayer de comprendre ce qu'il faut entendre et ce que l'on peut réaliser dans la langue que l'on veut apprendre. Donc, cette approche-là, ça s'appelle le silent way, parce que le professeur ne parle pas. Ah oui. Mais va juste faire prendre conscience d'une certaine manière, à partir d'un tableau avec des symboles qui vont représenter les différents sons de la langue, mais sans modèle, pour pouvoir justement arrêter d'imiter le professeur et se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Et donc, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui souhaitent contacter Yohan Goudin pour justement apprendre le taïwanais selon cette méthode, par exemple, vous pouvez me contacter via l'email de RTI, ou alors je pense que tu as peut-être un contact sur un site officiel. Là, dans les 6 prochains mois, je suis à Taïwan, donc il y aura peut-être possibilité, si des groupes spontanés se forment, de faire des stages intensifs, étant donné qu'un point important pour apprendre une langue étrangère, c'est peut-être pas de le faire comme on apprend les physiques, où on saucissonne les cours de mathématiques en fonction de la disponibilité des salles, mais vraiment se poser la question de quelles sont les meilleures conditions pour l'apprendre, donc plutôt des stages intensifs. À Taïwan, dans les 6 prochains mois, ça serait avec un plaisir que je le ferai, et sinon, a priori en France, à compter de la fin du printemps. Et donc je suis dans une coopérative de formateurs qui s'appelle Aster Formation, qui propose aussi la possibilité d'organiser des stages
dans différentes langues, dont le taïwanais dont je m'occupe. Donc là, il y aurait aussi la possibilité de proposer des choses par ce biais-là également. Donc je mets tous les liens sur la page de RTI. Et donc on a vraiment fait un tour très 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 large du mandarin et du taïwanais. Voilà. J'ai forcément été incomplet par endroits, sûrement trop précis et verbeux sur d'autres, mais donc il y aura la possibilité de prolonger l'échange à travers les liens qu'il y aura sur le site. Donc, oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup Johan. À bientôt. Au revoir. C'est ainsi que s'achève cette interview qui était passionnante. Je rappelle que Johan Goudin organise un stage intensif de taïwanais à Taipei le week-end du 28 février, selon la méthode Silent Way qu'il vous a présentée. Je mets tous les renseignements sur la page internet de cette émission. Et si vous êtes en France, je mets aussi les liens vers les cours de taïwanais en France, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de notre programme et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, a priori pour une émission sur la langue Hakka.